des connaissances, devenir homme ou femme. Commençons par définir ou pour rappeler comment s'établit une identité sexuée avant de voir la double fonction des testicules, donc celle de production des spermatozoïdes et production d'une hormone, la testostérone, puis avant de voir également le fonctionnement de l'appareil génital féminin avec ses cycles, cycle ovarien, cycle de la muqueuse utérine, sans oublier le cycle des hormones. Et enfin, donnons quelques idées sur l'ensemble de ce que l'on appelle devenir homme ou femme en ce qui concerne la sexualité. Commençons par l'établissement d'une identité sexuée. Nous savons que lors de la fécondation, un spermatozoïde va unir son matériel génétique haploïde avec le matériel génétique haploïde d'un ovule. Donc il y a 23 chromosomes dans chaque gamète et l'un de ces chromosomes, le 23e chromosome, c'est le chromosome sexuel X pour la fille dans l'ovule et X ou Y dans les spermatozoïdes. Ça veut dire qu'il y a 50% de spermatozoïdes qui ont le chromosome X et 50% qui ont le chromosome Y. Si lors de la fécondation, un spermatozoïde X féconde un ovule qui lui est toujours X, on aura XX, la cellule œuf sera XX, donc on rétablit la diploïdie de l'ensemble des chromosomes, mais cette paire de chromosomes sexuels XX fait qu'on aura un phénotype fille. Si un spermatozoïde Y féconde un ovule X, on aura donc XY et le phénotype sera celui d'un garçon. Donc on a au départ ce que l'on appelle le sexe chromosomique, XX ou XY, concernant donc déjà cette cellule œuf qui a déjà donc une identité sexuelle. Alors au début du développement embryonnaire, donc les organes génitaux sont strictement identiques. Alors jusqu'à la 6e, 7e semaine à peu près. Donc c'est identique dans les deux sexes. Que la cellule œuf ait donné au cours du développement l'embryogenèse, le côté garçon, le côté fille, on ne peut pas le distinguer tant qu'il n'y a pas eu de différenciation. Autrement dit, il y a jusqu'à un certain stade, qui est 6e, 7e semaine, des organes au sein de l'embryon, au sein des appareils génitaux, mais que l'on ne peut pas dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. La différenciation va se faire, c'est un petit peu l'objet, enfin c'est pas l'objet du cours, mais c'est puisqu'on fait un bilan, donc on va rappeler en quoi cette différenciation est faisable. Donc la différenciation en organes masculins ou féminins, donc on parle de sexe biologique ou de sexe phénotypique, en fait, garçon ou fille, donc dépend de chromosomes sexuels, XX ou XY, qui sont reçus au moment de la fécondation. Donc lorsque les embryons portent X et Y, les gonades indifférenciées vont devenir des testicules. Chez les embryons porteurs de deux chromosomes X, XX uniquement, les gonades vont devenir des ovaires. Autrement dit, au départ, on a au niveau de ces appareils sexuels une différenciation qui va se faire grâce à ce chromosome Y qui va permettre une masculinisation, et s'il n'y a pas ce chromosome Y, par défaut, il y a une féminisation. Donc il y a en fait sur le chromosome X, au bout du chromosome X, une portion de chromosome sur laquelle il y a un gène que l'on appelle le gène SRY. Donc sur le chromosome Y, ce gène SRY est déterminant. En sa présence, les gonades vont devenir des testicules et en son absence, les gonades indifférenciées vont devenir des ovaires. Donc, en l'absence du gène, et même en présence de ce gène SRY, il y a d'autres
gènes qui s'expriment, notamment le gène SOX9 et le gène RSPO1, qui vont subir des séries d'inhibitions ou des régulations diverses en fait, mais ce n'est pas l'objet de l'étude dans les cours de seconde, donc je n'en parlerai pas. Mais il faut savoir que le gène SRY n'est pas à lui seul en cause concernant la masculinisation et son absence concernant la féminisation. Donc, ces deux autres gènes, entre autres, ont un rôle à jouer également. Les testicules embryonnaires vont sécréter une hormone sexuelle masculine, la testostérone, lorsque l'embryon est de type XY, mais cette sécrétion ne se fait que du 2e au 8e mois à peu près, sachant qu'au 9e mois, il n'y a plus du tout de production de testostérone et qu'avant les 2 mois, il n'y a pas non plus. Et c'est justement cette testostérone produite par les testicules lorsque le sexe chromosomique est XY, donc lorsque les testicules provenant de la gonade indifférenciée eh bien, se forment et vont sécréter cette fameuse hormone qui est la testostérone. Donc c'est cette testostérone qui va orienter les ébauches génitales internes et externes des organes sexuels masculins en faveur de la formation du pénis, des bourses, etc. Et en l'absence de testostérone, eh bien, ce sont les ébauches génitales féminines qui vont se féminiser, le clitoris, le vagin, les lèvres. Donc, juste une petite parenthèse, c'est qu'il y a donc des ébauches qui sont des espèces de tubes que l'on appelle les canaux de Wolff et les canaux de Müller. Lorsque le gène SRY est présent, son expression va faire que les canaux de Wolff vont se transformer en voie génitale interne du garçon. Et lorsque ce gène SRY est absent, alors, eh bien, ce sont les canaux de Müller qui vont se développer. Donc ils vont développer les voies génitales féminines. Sachant que lorsque ce sont les canaux de Wolff qui se développent, les canaux de Müller régressent et vice-versa. Donc à la naissance, eh bien, l'enfant, le bébé, est doté d'un phénotype sexuel différencié, type garçon ou type fille. Donc c'est ce que l'on voit extérieurement du garçon ou de la fille qui représente le phénotype sexuel. De la naissance à la puberté, les organes génitaux ne sont pas fonctionnels. Donc aussi bien chez le garçon que chez la fille. Cette période est cependant importante sur le plan de la construction de l'identité sexuelle. Mais bon, ça c'est un domaine un petit peu spécial, j'éviterai d'en parler. Alors, donc si on résume un petit peu, au moment de la fécondation, donc on a une cellule œuf qui sera soit XX, soit XY, sachant que sur le chromosome Y, il y a le gène SRY. À la naissance, donc côté féminin, on aura des ovaires et un appareil reproducteur féminin. Et à la naissance, côté masculin, on aura les testicules et l'appareil reproducteur masculin. À la puberté, il y aura sécrétion d'œstrogènes, comme on va le voir tout à l'heure, chez la fille, et chez le garçon, sécrétion de testostérone. Donc on a, dans les deux cas, une identité biologique, on a le sexe biologique. Alors d'autres composantes existent qui permettent de donner l'identité sexuée. J'en parlerai pas dans ce cours. Donc au moment de la puberté, eh bien, les organes, les gonades, testicules ou ovaires, vont devenir fonctionnels et vont produire des quantités relativement importantes d'hormones, testostérone chez le garçon, œstrogène et progestérone chez la fille. Ces hormones sexuelles vont agir sur de nombreux organes, y compris sur le cerveau, qui lui-même, au niveau de l'hypophyse, produit des hormones qui vont avoir une action déclenchante sur la fabrication de la testostérone chez le garçon et des œstrogènes chez la fille. Donc, ces hormones sont responsables du développement des caractères sexuels secondaires.
c'est-à-dire féminisation chez la fille, masculinisation chez le garçon, sachant que les caractères sexuels primaires sont ce que l'on appelle le sexe biologique ou sexe phénotypique. Alors, donc, essayons de voir, côté garçon, quelle est la fonction des testicules, donc la double fonction des testicules. À partir de la puberté, donc, les testicules vont produire des spermatozoïdes et également de la testostérone, qui est une hormone sexuelle. Alors, comment est-ce que sont produits les spermatozoïdes et comment est-ce qu'est produite la testostérone? Un testicule comporte de nombreux tubes qui sont très petits, que l'on appelle les tubes séminifères. Eh bien, la paroi de ces tubes produit en continu des cellules qui sont des cellules mères, entre guillemets, qui vont se différencier en spermatozoïdes. Les cellules du tissu interstitiel, elles, contiennent, donc ce sont des cellules qui sont entre les tubes séminifères, donc ce sont des cellules de Leydig qui vont sécréter de la testostérone. Donc autrement dit, la spermatogénèse va se faire dans les tubes séminifères, en partant de la membrane du tube pour aller vers la lumière du tube, où là les spermatozoïdes vont être libérés dans la lumière du tube et vont se diriger vers l'épididyme du testicule pour ensuite être expulsés à l'extérieur. La testostérone est sécrétée par ces cellules de Leydig qui sont situées entre les tubes séminifères. Et à noter que dans le tissu interstitiel, dans ce tissu interstitiel qui contient les cellules de Leydig, il y a également de nombreux vaisseaux sanguins. Et là, on comprend bien que ces cellules de Leydig qui produisent la testostérone vont permettre à la testostérone de sortir de ces cellules, d'aller dans le réseau sanguin, et testostérone qui va aller se fixer sur différents récepteurs de cellules cibles. Une hormone, on rappelle qu'une hormone est une molécule de la communication qui permet de communiquer entre différents organes. Donc là, par exemple, les testicules sont producteurs de testostérone qui passe dans le sang, et du sang, cette molécule hormonale va aller agir à distance sur une autre cellule pour modifier son comportement, ou son métabolisme en tout cas. Donc cette sécrétion de testostérone, elle est constante chez l'homme toute sa vie. Donc il n'y a pas de variation cyclique, comme on le verra tout à l'heure, c'est le cas chez la femme, au niveau hormonal, progestérone et testostérone. Les spermatozoïdes donc sont produits toute la vie et l'hormone testostérone est produite également toute la vie. Et l'hormone est indispensable à la production de spermatozoïdes. Notez que lors de la spermatogénèse, il y a des cellules que l'on appelle des cellules de Sertoli qui ont un rôle très important dans cette spermatogénèse et qui est sensible également à la testostérone. Donc ça veut dire que, à partir d'un tube séminifère, on a des spermatozoïdes qui sont produits. La testostérone est produite également dans le tissu interstitiel. On a bien compris ce qui se passait chez l'homme, donc production de spermatozoïdes et production d'hormones. Maintenant, passons à l'appareil génital féminin. Donc, on fait un bilan des connaissances, un bilan de ce que l'on a vu dans un cours précédent. Donc, le fonctionnement de l'appareil génital féminin est cyclique. Donc, cyclique au niveau des ovaires et cyclique au niveau de l'utérus, mais également au niveau hormonal. Cyclique au niveau hormonal. Alors, à chaque cycle, qui dure à peu près 28 jours, l'un des follicules d'un ovaire, donc il y a deux ovaires, donc un seul ovule, va être expulsé lors de ce que l'on appelle l'ovulation au 14e jour du cycle menstruel. Alors, du 1er au 14e jour, donc, il y a ce que l'on appelle une poussée folliculaire, où les follicules vont devenir des follicules mûrs. Les cellules interstitielles, pas interstitielles, mais les cellules du follicule
follicules vont produire l'hormone œstrogène. Donc ces follicules, ces poussées folliculaires de plusieurs follicules en même temps vont évoluer, et lorsque l'un arrive à maturité, eh bien, il y a ce que l'on appelle une ovulation, donc il y a expulsion de ce que l'on appelle l'ovocyte, qui sera le futur ovule qu'il renferme. Donc ce moment de la fécondation, de l'ovulation se situe vers le 14e jour du cycle. Bon. L'ovaire, il a également donc un rôle hormonal, et pendant la première moitié du cycle, qu'on appelle la phase folliculaire, eh bien, les cellules des follicules vont sécréter ces fameux œstrogènes. Ensuite, une fois l'ovulation faite, une fois que de l'ovaire, l'ovule est passé dans les trompes, en passant par le pavillon de la trompe pour se diriger après une série de divisions cellulaires, pour se diriger vers l'utérus, eh bien, le follicule mûr va se transformer en un corps jaune, ce qu'on appelle le corps jaune, qui va produire, lui, deux types d'hormones, les œstrogènes et la progestérone. Donc, le corps jaune, en fait, prend le relais des cellules folliculaires pour produire les hormones œstrogènes. Et il produit en parallèle, en plus des hormones œstrogènes, il produit de la progestérone. À la fin de cette deuxième moitié de cycle, que l'on appelle la phase lutéale, eh bien, le corps jaune va régresser, ce qui va se traduire par une diminution du taux d'hormones ovariennes. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, eh bien, la chute brutale du taux de ces deux hormones, progestérone et oestrogène, va induire l'arrivée des règles, donc ce que l'on appelle la menstruation. Les hormones ovariennes ont également de nombreux organes cibles, et elles gouvernent en particulier le cycle de l'utérus. En effet, le jour de la menstruation, le premier jour de la menstruation, ça veut dire qu'une certaine épaisseur de la muqueuse utérine va se détacher et ensuite être expulsée à l'extérieur. C'est là l'origine des règles. Et cette première arrivée des règles signifie que c'est le premier jour du cycle suivant. C'est le 28e jour du cycle précédent qui est égal au premier jour du cycle suivant. A noter que les variations des sécrétions d'œstrogène, puis d'œstrogène et de progestérone se traduisent par ce développement de la muqueuse utérine. Donc c'est grâce à ce développement, donc sécrétion d'œstrogène pendant la poussée folliculaire, que la muqueuse utérine va être éliminée, mais 8 jours après, elle va reprendre de l'épaisseur et s'épaissir de plus en plus jusqu'au 28e jour, en vue d'accueillir éventuellement un futur embryon, donc un amas de cellules qui proviennent de la division de la cellule œuf, en fait, pour former un petit embryon, et donc une nidation est possible s'il y a eu une fécondation, nidation au niveau de la muqueuse utérine. Le 28e jour du cycle, s'il n'y a pas eu de fécondation, donc s'il n'y a pas eu de nidation, eh bien cette muqueuse est éliminée, suite à la chute brutale du taux des hormones progestérone et œstrogène, puisque le corps jaune régresse et devient de plus en plus petit. Donc il produit moins d'hormones en fait. Donc voilà, donc cette muqueuse utérine, elle est susceptible d'accueillir un futur embryon. En fin de cycle, la chute des hormones, comme je vous l'ai dit, donc, provoque l'arrivée des règles. Bon. Donc voilà, on a bien compris que lors de la première phase du cycle des hormones, de l'ovaire et de la muqueuse, en fait, c'est-à-dire du 1er au 14e jour du cycle, eh bien, il y a une augmentation du taux d'hormones œstrogènes grâce aux cellules folliculaires. Puis, lorsqu'il y a une certaine concentration de cette hormone œstrogène, ça provoque l'ovulation. L'ovulation étant faite, eh bien, ce follicule mûr va se transformer en corps jaune, qui va produire les œstrogènes à nouveau, et donc qui va prendre le relais des cellules folliculaires, même si les cellules folliculaires existent encore un petit peu au départ. Et ensuite, la progestérone en parallèle est produite. Bon. L'augmentation de la muqueuse utérine se fait de manière tout à fait cyclique également. Et à la fin du
du cycle menstruel, du cycle de la muqueuse, la chute du taux des hormones, je répète, en fait, produit la menstruation. Voilà, donc devenir homme ou femme, on a bien compris ce qui correspondait à l'identité sexuée à partir d'un sexe chromosomique XX ou XY. On obtient à la naissance et à partir d'organes qui sont indifférenciés et qui ont la potentialité de devenir l'un ou l'autre grâce au gène SRY. En fait, eh bien, on a une masculinisation si le sexe chromosomique est XY, une féminisation si le sexe chromosomique est XX. On a bien, à partir de la 6e, 7e semaine, une différenciation des organes reproducteurs externes et internes, différenciation en faveur du phénotype masculin ou féminin, selon que le sexe chromosomique était XX ou XY. Et puis, à la naissance, bien sûr, il y a ce phénotype sexuel différencié, qui n'est pas fonctionnel, et la fonctionnalité va se faire à la puberté, grâce à l'action d'hormones au niveau hypophysaire qui vont agir sur les gonades, testicules ou ovaires pour faire en sorte qu'il y ait production de testostérone ou d'œstrogène, testostérone chez l'homme, ovaire chez la femme. Et donc du coup ces hormones vont agir sur des cellules cibles pour faire en sorte que les caractères sexuels secondaires apparaissent et que la fonctionnalité se mette en place également de manière à produire d'une part des spermatozoïdes chez l'homme et d'autre part des ovules. Alors sachant que, attention, le stock d'ovules est déjà en place à la naissance de la petite fille, alors que les spermatozoïdes sont produits pendant toute la vie et uniquement à partir de la puberté. Donc ça veut dire que la femme elle a un stock d'un certain nombre d'ovules en fait, et arrivé à 50 ans à peu près, il n'y en a plus. C'est ce qu'on appelle la ménopause et à ce moment-là, les cycles sexuels s'arrêtent chez la femme. Alors chez l'homme, il n'y a pas d'arrêt. La production de spermatozoïdes est continue. Bon. Donc voilà, hein, on voit très bien le rôle du sexe chromosomique, le rôle du gène SRY, la féminisation, la masculinisation, la fonctionnalité des voies génitales externes et internes. À partir de la puberté, l'homme devient apte à se reproduire. Le cours est terminé. Merci.